Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le sport est un pilier fondamental de nos valeurs d'intégration et d'égalité. Cependant, un rapport publié par les députés Caroline Yadan, qui est Ensemble pour la République, et Julien Audoul, qui fait partie du Rassemblement national, révèle l'existence de pratiques communautaristes et islamistes au sein du milieu sportif. Certaines structures associatives font face à des comportements tels que le port ostensible de signes religieux lors des compétitions, le rejet de la mixité ou encore la tenue de prières collectives dans les espaces réservés aux sportifs. Alors parlons vrai, est-ce que la classe politique regarde cet état de fait en face? Et à cette question, dérive communautariste et islamiste dans le sport, les frères musulmans veulent-ils imposer la charia en France? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Nadjet Cherigui, qui est grand reporter au Figaro Magazine. Et puis tout d'abord, on commence par le tour de table. Philippe Bilger. Cela fait un certain temps qu'on a remarqué que l'univers sportif, au sens large, était, je dirais, le ventre mou de l'islamisme. Et pour quelle raison? On le constate aussi bien sur les terrains, c'est une évidence, que de la part de certaines structures associatives dans les vestiaires, dans tous les sports, m'a-t-on dit. Et pourquoi le sport? Tout simplement parce que, en réalité, on a du mal à percevoir le danger de l'islamisme, pour aller vite, dans des structures qu'on estime presque par essence festives et ludiques. Au fond, même les gens les plus lucides ont du mal à concevoir que dans cet univers-là, dans les sports qui nous passionnent, il puisse y avoir une action politique, une emprise redoutable qui est en train de changer radicalement la face du sport. Et j'ai dans la tête quelque chose qui m'a scandalisé récemment, le match qui s'arrête pour la rupture du jeûne du Ramadan au bout de 10 minutes. Angers-Monaco. Scandaleux. Voilà. Scandaleux. Ouais. Jean-Michel Fauvert. Oui, tout à l'heure, votre invité Nadia a parlé de... Nadjet. Il est encore en décalage. Non, parce que excusez-moi. Il y a plein de décalage. C'est pas grave, il revient de vacances. À parler de Médéric Chapiteau. Médéric Chapiteau, c'est de quoi il parle. Il a été DTN à la Fédération française des sports de contact. Je l'ai côtoyé là-bas puisque j'y étais aussi. Et on s'apercevait à l'époque qu'il y avait dans les sports dans un certain nombre de sports de contact, il y avait un intégrisme exceptionnel. Vous avez cité aussi tout à l'heure un nouveau rapport des députés, mais il y en a eu 36 de rapports là-dessus. Et moi, je me rappelle en particulier l'excellent rapport de la mission d'information sur la radicalisation des services publics en 2019 de mes deux potes, Éric Diard, qui était LR, qui est toujours LR d'ailleurs, et Éric Pouliat, qui ont fait un rapport énorme là-dessus. Bien sûr que le sport est irradié de ces dérives islamistes, mais pour autant, la dérive islamiste a été dénoncée à plusieurs reprises, et en particulier dans le discours des Mureaux du président de la République qui a précédé la loi sur les séparatismes. Cette loi sur les séparatismes qui a été votée, qui n'a pas été votée, dont certains groupes parlementaires qui pourtant étaient debout contre ça, ont voté contre, ce qui est incompréhensible à un certain moment. Donc je pense qu'il faudrait avoir déjà une espèce d'unanimité ou du moins un vrai consensus dans les partis républicains au sens large du terme, pour pouvoir commencer à non plus observer le phénomène parce qu'il est observable depuis très longtemps, mais commencer à rentrer dans le combat de ce phénomène. Bruno Pomar. Ce problème d'infiltration est évident, évidemment, dans le sport et dans les sports de combat en particulier, mais ailleurs, on appelle ça la taquia, tout simplement. Hein. C'est une façon de s'infiltrer partout, de toutes les façons possibles. Ce qu'il y a aussi de dommageable là-dedans, c'est que les politiques récupèrent ça à 200% de façon tragique, je dirais. Certains qui ne veulent pas l'avouer, je pense à la France Insoumise évidemment, et puis d'autres qui vont dans l'effet inverse. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on apaise tout ce dispositif et tout ce qui se passe actuellement, parce que sinon on va aller vers des affrontements. Et je pense qu'on y est d'ailleurs confronté quasiment. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans certains clubs sportifs, eh bien tout ça, il y a des résurgences qui se font dans les quartiers, dans n'importe quel club associatif. Et ça, c'est un véritable problème, je pense, pour la démocratie, pour notre pays. Nadjet Cherigui, pourtant on a des grands sportifs
philosophe comme Teddy Riner, pour ne pas le citer, qui vient de dire qu'on perd notre temps avec tout cela et que d'avoir d'avoir d'autres cultures, tout se passe bien, ça n'embête personne. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la takia dont nous parle Bruno Pomar est vraiment effective? Et est-ce que Teddy Riner se trompe complètement du coup? Je pense que Teddy Riner est sincère quand il considère que c'est pas un problème, mais je rappellerai la réponse de ce sportif Maillard Monchipour, qui a été limpide, qui pour le coup lui répond clairement que Teddy Riner est bien gentil, mais quand on ne sait pas de quoi on parle, oui. On se tait, surtout sur des sujets aussi épineux. Là, en l'occurrence, il s'agit des jeunes filles et du voile. Et quel est le projet derrière? Comment le communautarisme, au sens large, finalement tire ces jeunes filles vers le bas. L'étape d'après, ce que Maillard Monchipour explique très clairement, c'est qu'on les retire, on les efface de l'espace et qu'elles ne puissent plus pratiquer. Donc le fait qu'elle porte un voile pour elle... certaines d'ailleurs, jeunes filles, au-delà du sport, il y a déjà des jeunes qui sont effacés, oui. Nadja Tchirigui, le fait qu'elle porte le voile, ces jeunes filles, en fait, c'est une manière de les invisibiliser, on est bien d'accord, c'est ça que vous dites, que c'est de toute façon une manière d'invisibiliser la femme en général. Invisibiliser ou à l'inverse montrer, en faire un étendard de cet islam politique, de ce projet politique des frères musulmans entre autres, pas que, puisqu'il y a aussi les salafistes, mais c'est un marqueur. Un bémol, pardon, excusez-moi Philippe, un bémol quand même, il faut faire attention, moi j'y vais souvent dans les quartiers, je vois ce qui s'y passe aussi, mais il y a aussi des femmes pour lesquelles c'est la tradition, des mamans âgées, des daronnes comme on dit, qui sont par nature déjà voilées. Donc il faut faire gaffe de ne pas généraliser non plus ce sujet-là. Moi là-dessus, je suis assez mesuré. Il faut faire attention. Philippe Bilger. Je vais faire une parenthèse là. Pour suivre votre interrogation, Bruno, en effet, comment, à votre avis, peut-on distinguer dans l'univers sportif les femmes qui portent le voile, par exemple, ou qui créent des problèmes sans être inspirées par un dessein politique, et d'autres qui sont très clairement porteuse d'un voile qui est un étendard idéologique. Pardon. Comment, à votre avis, on peut partager? À mon sens, il n'y a pas à partager. Dans le micro, allez-y. À mon sance, il n'y a pas à distinguer, ou j'ai tendance à vouloir vous regarder, du coup, à pas de... Oui, moi, je vous fais trop souvent. Il n'y a pas à distinguer ou pas. La règle est ferme. Le cadre républicain est ferme. Il faut le respecter. Il n'y a pas de différenciation entre les voiles, finalement, pour vous, Nadja Tchirigui? Est-ce que le voile d'une mama ou le voile d'une jeune fille qui va faire du sport, c'est la même chose? Oui. Bon. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, je crois que la réponse est très claire, et effectivement, moi je rejoins ce positionnement-là. On peut pas faire de demi-mesure, certainement. Dans l'espace public, je parle bien de l'espace public. Mais on s'aperçoit d'une chose qui est très claire, en particulier pour les frères musulmans, mais aussi pour tout type de radicalisés, de gens qui prochent un islam politique. Les choses sont très claires. Là, tout ça sert d'étendard, que ce soit les habits de bain, que ce soit les foulards, que ce soit autre chose. Tout ça sert d'étendard à un islam politique qui gangrène petit à petit la société. Parce que, en fait, même par rapport aux darons, dans les quartiers, tu considères, toi, que c'est une manière d'afficher un islam radical, ça? Non, mais la problématique, c'est que... Non, mais c'est une soumission de la femme, on peut le dire. Oui, mais enfin... Écoutez, moi, excusez-moi les amis, mais Dieu sait si j'en ai passé des années dans les quartiers à voir des mamans, des daronnes, comme on dit, des anciennes, avec un foulard. Au même titre qu'on avait ça d'ailleurs en Bretagne, des femmes avec excusez-moi, les foulards en Bretagne, il y a 80 ans. Oui, mais tu peux les avoir encore. Les amis, c'est pas véritablement de ça qu'on parle. En fait, oui, mais tu me dis... Pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots, ne nous voilons pas la face, ça n'est véritablement pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle, c'est de l'affichage qu'on a aujourd'hui. Derrière, il y a une pensée, il y a une impulsion politique
par les frères musulmans, qui fait que on essaye de conquérir des territoires, et en tout cas les territoires de la République. Et ça, maintenant, aujourd'hui, si on veut pas que ça dégénère de cette manière-là, si on veut pas que ça arrive ensuite en djihad et beaucoup plus violent, eh bien, il faut le combattre dès maintenant aussi. Quand Jordan Bardella dit je veux plus voir un signe ostentatoire dans la rue, même dans la rue, plus un foulard, plus rien du tout. Moi, je pose la question encore une fois, permettez-moi, au-delà de mais là, c'est pas le sujet, là, on parle dans le sport. Oui, mais c'est pareil. Non, mais c'est général. C'est pas pareil, l'espace public. Dans l'espace public, c'est pas la même chose. Nadjet Chérigui, justement, allez-y. Nadjet Chérigui, vous avez fait un dossier dans le Figaro Magazine où vous officiez qui parle du Belgiquistan. Est-ce que les méthodes d'entrisme sont les mêmes en France qu'elles ont été en Belgique ? Oui, ce sont exactement les mêmes méthodes. La différence, c'est le degré de porosité. Il semblerait que ça imprègne mieux en Belgique. En France, je crois que le principe de la laïcité à la française, qui est très spécifique, tient et nous préserve. C'est vraiment un rempart. On le voit en Belgique, le principe qui se rapproche, c'est le principe de la neutralité, c'est différent, et c'est moins ferme sur les appuis, si je puis dire. Oui, mais vous voyez, le maire de Molenbeek, qui est socialiste, par exemple, lui, il s'est servi de ça en termes d'élection. De laisser déraper totalement ce qui se passe à Molenbeek actuellement. En particulier. Le clientélisme échevelé. On le fait en France aussi. Il existe largement en France. Il existe en France aussi, vous êtes d'accord, Nadjet Chérigui ? Bien sûr. Ouais. Vous ne craignez pas que la faiblesse de la gauche et de l'extrême gauche en France par rapport à cette dérive lui permette de grignoter de plus en plus une notion républicaine chez nous ? Oui, d'ailleurs on le constate sur le terrain dans certaines communes, je ne citerai pas le plateau. On le voit, certains politiques locaux composent allègrement avec un certain électorat. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas rendre service à cet électorat en banlieue ou dans des villes populaires. C'est pas sous couvert d'électoralisme qu'on peut mettre la population en danger comme ça. C'est ça que je voulais dire. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. On est avec Jean-Baptiste qui nous appelle de Aix-en-Provence. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Alors écoutez, je vais être un peu provocateur et à partir d'un vécu de terrain, mais la question a 40 ans de retard. Et alors en plus j'entends dire sur votre plateau qu'il faut faire attention à ne pas généraliser. Bon, ce sont des débats qui ont 40 ans. Et en attendant, à force de généralisation, de nuances et de relativisme, c'est nous, éducateurs sportifs sur le terrain, qui affrontons en fait des intégristes et qui sommes menacés. Alors je vous disais la dernière fois que j'étais chargé de cours en histoire à l'université, mais je suis aussi éducateur sportif, formateur au métier professionnel du sport. Ça fait des décennies que nous prévenons et que nous tirons les sonnette d'alarme, que nous mettons en évidence les intimidations, la ségrégation sexuelle dès le plus jeune âge. Moi j'ai vu des choses à partir de 5, 6, 7 ans. Les intimidations, les menaces, les violences, les pressions, et ça va bien au-delà de la question de la rupture du jeûne pendant un match de foot. Pour ma part, j'ai même été reçu il y a quelques années par l'ancienne députée des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Pétel, pour préciser justement des choses extrêmement concrètes sur ces questions-là. Je m'étais porté candidat pour être auditionné par l'Assemblée nationale ou le Sénat parce que j'estime effectivement avoir une expertise de terrain. J'attends toujours effectivement qu'on puisse me solliciter moi ou d'autres, mais on ne peut pas relativiser et faire semblant que la chose serait anodine. Et je finis en précisant que c'est extrêmement documenté, pas simplement par les acteurs de terrain comme moi qui ont été fascisés, nazifiés, notamment par la gauche, pas seulement par les rapports type le rapport Aubin enterré par un gouvernement de droite,
mais aussi par les apostats musulmans ou par des institutions islamiques comme l'ISISCO qui mettent en évidence stratégies de victimisation, d'usage de termes comme islamophobie, etc., etc. Allez, on fait réagir encore un autre auditeur qui nous appelle au 0826 300 300. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. C'est Ludovic qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Ludovic, vous avez envie de réagir. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Evrevoix. Donc oui, c'est un sujet qui fait réagir, depuis plusieurs années. Bon, déjà, bien sûr, il faut pas mélanger l'islam se compose sur la partie religieuse qu'il faut respecter et la partie politique. Et la partie politique ne doit pas prendre le pas sur nos lois, nos mœurs, notre culture. Et la laïcité est également inscrite dans ce sens-là. C'est pour vivre en commun, dans le respect des croyances de chacun à titre privé, mais par contre en respectant une forme d'unité. Voilà, le concordat de Napoléon par rapport aux Juifs a été mis en place aussi dans ce sens-là. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, par exemple la Belgique et son développement, on voit très bien qu'il y a un développement à travers les associations, même une propagande à travers ce qu'on entend dans les faits divers, les hôpitaux, etc. Il y a trop de choses. Et comment dire, aller dans cette dérive communautaire, c'est accepter. Il y a cassure de notre modèle social. Alors, Nadjet Cherigui, on va vous faire réagir par rapport à ce que disait tant Jean-Baptiste que Ludovic. Jean-Baptiste, il dit, moi j'en ai parlé à une députée, etc. Ça fait 20-30 ans qu'on annonce ce qui va se passer, mais on est fascisé, c'est ce qu'il disait pratiquement, et que aujourd'hui, face à la réalité, j'ai envie de citer Elisabeth Badinter, quand le réel vous pète à la gueule, vous pouvez plus rien faire. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on en est au point de la propagande carrément? Non, ou la réalité vous pète à la gueule, comme dirait. Oui, mais on n'est pas. On peut encore. Agir. Oui, on a une marge de manœuvre, bien sûr. On a besoin de courage. Et notamment à travers les médias, parce que le travail que vous faites, Nadjet Cherigui, permet aussi de mettre le doigt sur ces problématiques. Oui, il s'agit de raconter la réalité telle qu'elle est, sans idéologie aucune, quand bien même nos adversaires, enfin ceux qui veulent contester ce qu'on raconte, nous traitent de fachos, pas que. Moi, je considère que le sujet est là, il faut le traiter sans aucun complexe et ne pas laisser cet espace à la seule extrême droite. Bien au contraire, c'est essentiel. D'autant plus que de l'autre côté, beaucoup de médias ne sont pas sur votre ligne. Je pense à certains en particulier. Oui, il y en a qui se réveillent en ce moment. La réalité qui nous pète à la gueule, mais la réalité elle nous a pété à la gueule depuis longtemps. Quand vous rentrez comme je l'ai fait au Bataclan, la réalité vous la palpez. Vous voyez ce que c'est. Là, c'est le cas vraiment extrême. Oui, mais c'est le cas extrême. Mais on est dans l'extrémisme. Là. Que ce soit l'extrémisme politique, que ce soit l'extrémisme par des actions de terrorisme. Bien sûr qu'elle nous a pété à la gueule, cette réalité. Mais ce qu'il faut travailler, évidemment sur le terrorisme en tant que tel, mais il faut travailler sur le terreau du terrorisme. Et le terreau du terrorisme, c'est quoi? Eh bien, c'est ces frères musulmans, c'est l'ensemble de ces islamistes qui travaillent à la base à partir de l'islam politique pour prendre des quartiers entiers. Et donc, il est temps de. Alors oui, on est dans une situation importante, mais elle n'est pas désespérée. Il est temps de réagir et il est temps d'avoir le courage de réagir. Il faut oser le courage dans ce domaine-là. Alors les situations ont été dénoncées depuis longtemps. Il y a plein de rapports parlementaires qui ont été faits dans ce sens. Il y a plein de trucs. Il s'agit plus de dénoncer là. Ludovic nous l'a dit, Jean-Baptiste nous l'a dit. Il s'agit plus de dénoncer. Il s'agit maintenant d'aller au combat, de monter un mot très court. Ouais, si on fait vraiment l'histoire de tout ça, nos hommes politiques, gauche comme droite, sont quand même responsables de ça. Quand on parle de clientélisme, moi je l'ai connu, j'ai travaillé dans les villes, et ça a été une catastrophe. Ensuite, on a dérapé avec l'arrivée de la France insoumise qui a profité de ça comme un terreau formidable pour les élections. Et voilà où on en est actuellement. Donc il y a un sujet à prendre à bras le corps, comme on dit. Merci Nadjet Cherigui de votre participation à ce débat. On rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Si vous voulez rester avec nous, on va jouer juste après. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes partante? Et ben voilà, c'est parti. Allez, restez avec nous, on va jouer, vous l'aurez compris. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai.